Il n'y a personne de plus désespérément esclave que ceux qui croient à tort qu'ils sont libres. Cette réflexion de Goethe, écrite il y a près de 2 siècles, résonne peut-être plus fortement aujourd'hui qu'à toute autre époque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, sur la communauté Psyché Sapiens, nous explorons comment cette phrase peut être la clé pour comprendre notre condition contemporaine. Beaucoup supposent qu'ils vivent dans des sociétés libres simplement parce que nous ne faisons pas face aux formes évidentes de tyrannie dépeintes dans 1984 de George Orwell. Nous regardons autour de nous, et ne voyant pas l'oppression explicite d'un État policier, nous concluons que notre liberté est intacte. Mais, l'absence d'un Big Brother visible signifie-t-elle vraiment que nous sommes authentiquement libres? La question qui nous défie est de savoir si, au lieu d'un régime d'oppression directe, nous ne vivrions pas quelque chose de plus subtil, une réalité semblable à celle qu'Aldous Huxley a imaginée dans Le meilleur des mondes. Un système où le contrôle social opère non pas par la violence ou la peur, mais à travers un plaisir constant et une distraction permanente. Il est intéressant de noter que lorsqu'il a publié son œuvre en 1931, Huxley ne considérait pas ce scénario comme une menace immédiate. Cependant, 30 ans plus tard, après avoir été témoin de la Seconde Guerre mondiale, de la dissémination du totalitarisme et des avancées technologiques, sa vision a radicalement changé. Dans un discours de 1961, il a averti que, dans le futur, les élites découvriraient que le contrôle de la population pourrait être réalisé non seulement par la force brute, mais par la méthode plus raffinée de plonger les masses dans des distractions plaisantes et incessantes. Mais comment le plaisir, quelque chose que nous associons à la liberté, pourrait-il devenir un instrument pour nous priver de cette même liberté? Pour comprendre ce paradoxe, nous devons connaître les principes du conditionnement opérant, une méthode de modification comportementale étudiée par le psychologue de Harvard B.F. Skinner. Dans ses expériences, Skinner a testé différentes approches pour façonner le comportement des animaux. Dans certaines études, il utilisait le renforcement positif, offrant de la nourriture lorsque l'animal accomplissait le comportement souhaité. Dans d'autres, il appliquait des punitions lorsque l'animal manifestait des comportements que Skinner voulait éliminer. Le résultat de ces recherches a été révélateur. Bien que la punition supprimait temporairement les comportements, le renforcement positif créait des changements beaucoup plus durables et profonds. Récompenser les comportements souhaités s'est avéré infiniment plus efficace que de punir les comportements indésirables. Huxley a compris les implications sociopolitiques de ces découvertes. Dans ses œuvres, il a prédit des systèmes qui appliqueraient des méthodes similaires à l'échelle sociale, non pas pour induire des comportements spécifiques en laboratoire, mais pour conditionner des populations entières à la docilité et à la conformité à travers le plaisir et la récompense. Dans Le meilleur des mondes, Huxley décrit un système de contrôle social étonnamment sophistiqué. Au cœur de ce système se trouvait le soma, une substance qui offrait ce qu'il appelait des « vacances de la réalité ». Selon la dose, cette drogue induisait des états allant de l'euphorie aux hallucinations ou à un sommeil profond. Plus important encore, le soma augmentait la suggestibilité des personnes, les rendant plus réceptives à la propagande constante. Mais les contrôleurs de ce monde ne dépendaient pas uniquement de substances chimiques. La promiscuité sexuelle généralisée fonctionnait comme une autre tactique puissante. La devise « chacun appartient à tous » était inculquée dès l'enfance, et avec la monogamie et la famille abolie, tout le monde pouvait satisfaire ses pulsions sexuelles sans limite. Cette gratification permanente aidait à garantir que les gens restaient trop distraits pour développer une conscience critique. Complétant ce scénario, le divertissement sanctionné par l'État jouait un rôle crucial dans ce que Huxley appelait un « camp de concentration indolore ». Le flux incessant de distractions de la nature la plus fascinante fonctionnait comme un instrument de contrôle, noyant les esprits dans des trivialités et empêchant la pensée profonde. Lorsque nous regardons notre réalité actuelle, les parallèles sont troublants. Dans Retour au meilleur des mondes, 1958, Huxley a demandé comment les ingénieurs sociaux du futur pourraient persuader les masses de consommer des substances qui les feraient penser et se comporter de la manière souhaitée. Sa conclusion était directe. Très probablement, il suffira de simplement rendre les pilules disponibles. Aujourd'hui, environ un Américain sur 6 utilise régulièrement des médicaments psychotropes. Une épidémie de dépendance aux opioïdes, analgésiques puissants, a dévasté des communautés entières, tandis que l'utilisation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs croît de manière exponentielle. Parallèlement, l'accès facile au contenu sexuel en ligne a conduit de nombreuses personnes à des schémas addictifs de consommation de pornographie, avec un accès extrêmement simple et facilité. En troisième lieu, et non moins important, nous devons encore faire face à nos appareils numériques et aux réseaux sociaux, qui fournissent des distractions ininterrompues, consommant notre attention dans des flux infinis pendant une grande partie de la journée.
C'est-à-dire, une triade contemporaine extrêmement préoccupante, médicaments, pornographie et réseaux sociaux. Il est important de clarifier, nous ne suggérons pas une conspiration mondiale délibérée. La question de savoir combien de ces tendances résultent d'une manipulation intentionnelle et combien émergent des dynamiques de marché reste ouverte. Cependant, l'effet pratique est indéniable, une population constamment distraite développe rarement la clarté mentale nécessaire pour remettre en question les structures qui façonnent leur vie. Comme l'a observé le philosophe Byung-Chul Han, le pouvoir contemporain opère de moins en moins par la répression et de plus en plus par la séduction. Il ne nous interdit ni ne nous réprime, il nous séduit avec des possibilités infinies de plaisir. Il ne s'impose pas par la discipline, mais nous convainc que nous exerçons notre liberté en choisissant parmi les options de consommation disponibles. Cette transformation représente un raffinement extraordinaire dans les techniques de pouvoir. Le paradoxe moderne est que nous sommes pratiquement obligés de rechercher le plaisir et la satisfaction. Non seulement cela nous est permis, mais nous sommes poussés à profiter au maximum de chaque expérience. Le résultat est un contrôle peut-être plus efficace que la répression explicite, car il opère avec notre complicité apparente. Ce scénario nous confronte à un dilemme existentiel. Tant que le cri prédominant dans notre culture restera « Donnez-moi du divertissement et du confort », mais ne me dérangez pas avec les responsabilités de la liberté, les mécanismes de conditionnement social ne feront que se raffiner davantage. Les avancées en neurosciences et en analyse comportementale augmentent considérablement notre vulnérabilité à la manipulation subliminale. Herbert Marcuse a souligné que la véritable tragédie de la société technologique n'est pas seulement que nous soyons contrôlés, mais que ce contrôle produit une satisfaction qui élimine le désir même de liberté authentique. Le système crée des faux besoins qui nous intègrent au cycle de consommation, nous faisant confondre la satisfaction de ces besoins fabriqués avec une réalisation véritable. Cette dynamique se manifeste clairement dans la manière dont l'hédonisme contemporain se transforme en une prison volontaire. Les mécanismes de récompense immédiate offerts par la technologie exploitent nos vulnérabilités neurologiques, créant des cycles de dopamine qui nous maintiennent piégés dans des comportements que, intuitivement, nous savons nuisibles à notre bien-être profond. Nous vivons dans un état de contradiction entre ce que nous faisons et ce que nous savons que nous devrions faire. La solution à cette dissonance, malheureusement, n'est généralement pas de changer le comportement, mais d'ajuster notre perception, nous convaincre que le comportement problématique est désirable ou inévitable. Cet ajustement représente peut-être le triomphe ultime du système conditionnant, lorsque nous internalisons complètement la logique qui nous limite. Si les tendances actuelles persistent, nous pourrions avancer vers une bifurcation de l'expérience humaine. D'un côté, ceux qui embrassent leur servitude plaisante, de l'autre, une minorité qui choisit de résister à ces conditionnements pour préserver non seulement son autonomie, mais son essence humaine. Comme l'a observé Frédéric Douglass, bien avant qu'Huxley ne conçoive sa dystopie, quand un esclave devient un esclave heureux, il renonce effectivement à tout ce qui fait de lui un être humain. Cette affirmation nous confronte à une vérité inconfortable. Peut-être que la domination la plus efficace n'est pas celle que nous combattons, mais celle que nous embrassons volontairement. Cela peut suggérer que l'anxiété provoquée par la responsabilité et l'incertitude pousse beaucoup à préférer le confort du conformisme. La majorité vit avec l'illusion de suivre ses propres idées, alors qu'en réalité, ses opinions ne sont que des reflets de ce qui est socialement acceptable. La question fondamentale n'est pas seulement sociologique, mais existentielle. Serons-nous prêts à renoncer à certaines gratifications immédiates au nom d'une liberté plus authentique ? Ou avons-nous déjà été si conditionnés à valoriser le confort que la notion même de sacrifice pour un bien plus grand est devenue incompréhensible ? Nous pouvons alors considérer que la liberté n'est pas seulement une question politique parmi d'autres, mais la raison même pour laquelle nous organisons nos sociétés. Sans elle, la vie collective perd son sens fondamental. Cette perspective nous invite à repenser notre relation avec la technologie et la consommation, non pas en les rejetant complètement, mais en établissant une relation plus consciente et moins automatique. Peut-être que le premier pas pour retrouver notre autonomie est de reconnaître les chaînes invisibles qui nous lient, identifier les mécanismes qui transforment nos désirs en instruments de contrôle. Comme le dirait Fromm, notre tâche la plus urgente est de nous libérer des illusions qui nous asservissent, même lorsque ces illusions semblent confortables. Si cette vidéo a résonné en vous, réfléchissez. Dans quels aspects de votre vie pourriez-vous échanger la liberté contre le confort? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne Psyché Sapiens pour plus d'analyses sur notre condition contemporaine, et rappelez-vous, reconnaître les limites de sa propre liberté est le premier pas pour véritablement la conquérir.